Alors que les passagers voyagent paisiblement dans le métro de Tokyo, il prend soudainement feu au loin. Un garçon est témoin de l'incident. À sa grande inquiétude, un squelette enflammé émerge d'un wagon. Lorsque le jeune homme se met en garde, des forces spéciales arrivent pour prendre en charge la situation. Ils commencent rapidement leur opération et, bien que le squelette enflammé résiste, il est éliminé. Lorsque le jeune homme prédit qu'un objet lourd va tomber, il utilise ses pouvoirs pour sauver une fille. Il se présente ensuite aux forces spéciales et explique qu'il prévoit de rejoindre l'équipe. Son nom est Shinra Kusakabe. Maintenant, Shinra est à son premier jour dans les forces spéciales. C'est un novice. Dans la salle avec notre héros se trouve le lieutenant Takehisa. Puis le commandant Akitaru demande à Shinra pourquoi il a rejoint les forces, à quoi le garçon répond qu'il veut être un héros. Plus tard, l'équipe apprend quel rôle elle joue, car à un moment donné et sans avertissement, des personnes commencent à devenir victimes de combustion spontanée, appelées les infernaux. Maintenant, c'est la tâche des forces spéciales d'arrêter cette menace et de percer le mystère de pourquoi cette tragédie se produit. Alors que Shinra est dans son dortoir, il commence à avoir des souvenirs avec sa mère, et il lui promet qu'il sera un héros pour la protéger. Nous pouvons voir une partie de ce qui s'est passé après l'incident survenu lorsqu'il était enfant, dont nous ne savons toujours pas grand-chose. Plus tard, un incident survient que l'équipe des forces spéciales doit gérer. Lorsque Shinra est sur le point d'abandonner, son lieutenant le motive à continuer la mission. Shinra se souvient soudainement de la façon dont sa mère est devenue victime de combustion spontanée. Après avoir temporairement perdu connaissance, son coéquipier le relève pour poursuivre la mission. Après avoir rechargé leurs armes et préparé la bataille, ils commencent à attaquer l'ennemi. Bientôt, Shinra prend position et commence à libérer son grand pouvoir. Avec une grande vitesse, il saute vers son ennemi et le frappe à la poitrine, le réduisant en cendres. Ensuite, l'une des victimes du feu remercie notre héros. Le lendemain, Shinra rencontre son nouveau compagnon nommé Arthur, qui vient d'arriver dans les installations aujourd'hui. Au départ, ils ne s'apprécient pas car ils se connaissent depuis un certain temps, et Arthur le considère comme son rival. Rapidement, une autre urgence survient et l'équipe doit réagir immédiatement. Ils arrivent alors à la maison pour éliminer l'infernal nouvellement né qui est facilement localisé car il reste simplement là, sans rien faire. Arthur s'approche de son dos et active son épée, réduisant l'infernal en cendres en quelques secondes. Soudain, la maison s'effondre et le capitaine qui était à l'intérieur au moment de l'incident reprend ses esprits et jure de se venger de celui qui leur a tendu un piège. Le Joker qui a orchestré cette attaque observe la situation de loin avec un sourire. Le lendemain, notre héros reçoit une grande surprise en réussissant à rencontrer la personne qui l'a sauvé de l'incendie qu'il a subi enfant. Shinra lui demande s'il se souvient de quelque chose sur ce qui s'est passé pendant l'incendie il y a 12 ans, et Leonard répond qu'avec tant d'incendies qu'il éteint durant la journée, il ne peut pas se souvenir de quelque chose d'aussi spécifique. Maintenant, tout le monde doit participer à une simulation dans l'une des installations. Alors que la plupart avancent, Shinra reste en arrière mais finit par progresser rapidement grâce à ses pouvoirs. À l'intérieur, notre héros rencontre le Joker, qui avait précédemment orchestré l'attaque contre l'équipe. Cet individu mystérieux lui demande s'il veut savoir ce qui est vraiment arrivé à sa mère et à son frère, puis il menace de prendre la vie des camarades inconscients de Shinra. Cela provoque la colère de Shinra, qui se jette sur l'ennemi. Le Joker l'esquive facilement, puis active des cendres spéciales qu'il a conservées dans un petit pot qui explose au visage de Shinra. Le vilain profite de cette occasion pour attaquer Shinra. Alors qu'il est sur le point de le tuer, il révèle une vérité selon laquelle son frère Sho est apparemment toujours en vie quelque part. Il précise ensuite que si Shinra veut chercher la vérité, il doit cesser de faire semblant d'être un héros et devenir un démon comme lui. Puis Arthur arrive pendant qu'ils se battent et décide de rejoindre le combat. Il l'attaque à plusieurs reprises avec son épée. Mais plus tard, le Joker s'ennuie de la situation et décide de se retirer. C'est alors que Shinra s'échappe de l'endroit, portant ses camarades inconscients avant que le lieu n'explose, alors que Joker a laissé une traînée de cendres dans l'air. Plus tard, l'un des recrues explique le véritable composant que Joker utilise, qui s'avère être des cendres infernales, les restes des victimes de combustion humaine. Pour compliquer les choses, des infernaux émergent qui peuvent reprendre conscience et se transformer en démons dangereux. Shinra et Arthur avancent vers la scène de l'incident en volant dans les airs. L'affrontement commence et, sans un mot, ils commencent tous deux à frapper impitoyablement l'ennemi. Lorsque le reste de l'équipe arrive, le méchant parvient à s'échapper.
Il atteint l'autre côté de la ville, Shinra arrive et défait facilement Miyamoto à nouveau, et l'Infernal l'appelle le diable. Shinra le corrige, affirmant qu'il est un héros et essaie d'éviter de blesser l'homme afin qu'il puisse être arrêté. Malheureusement, l'Infernal tente une attaque sournoise juste avant que son bras ne soit tranché, juste avant que Shinra ait la chance de le mettre hors d'état. La princesse Ibana et la 5e compagnie interrompent le combat. Shinra refuse de recevoir des ordres de sa part, forçant Ibana à le soumettre avec ses capacités. Shinra active enfin l'ignition de ses pieds, défiant toute la 5e. Le capitaine Obi et les autres le rattrapent avant qu'une échauffourée n'éclate et que les deux capitaines commencent à négocier. Malgré ses soupçons, Obi permet à la 5e de prendre l'Infernal à condition qu'ils partagent leur découverte. La princesse Inawasa avertit la 8e de ne pas trop fouiller, mais Obi répond que le feu à l'intérieur de la 8e ne peut pas être éteint aussi facilement. Ensuite, la 5e et la 8e se séparent. Le capitaine Obi annonce une enquête sur la 5e compagnie, suscitant des tensions. Inawa, pour garder Shinra concentré, tire sur son coéquipier lors d'une réunion. Après cette rencontre, Shinra et Inawa discutent de la promotion inattendue d'Ibana et de la possible conspiration derrière cela. Pendant ce temps, Ibana torture un infernal tandis qu'Iris prie pour lui, reflétant sa bonté intérieure. Par la suite, Iris confronte Ibana au sujet de son comportement sombre et de sa relation avec la religion, déclenchant une confrontation émotionnelle. Un conflit éclate alors que Shinra et d'autres membres de l'équipe infiltrent la base de la 5e équipe, parvenant à vaincre plusieurs de leurs adversaires, tandis qu'Arthur affronte courageusement un scientifique et son laquais infernal, prouvant sa valeur en tant que chevalier. Utilisant sa main droite, il vainc Miyamoto, qui a été amélioré par le scientifique, démontrant sa croissance et ses capacités. Pendant ce temps, Shinra, avec détermination et courage, se dirige vers le château de la princesse. Ibana avertit Iris de l'arrivée de ses alliés pour la sauver, mais la princesse rejette ses espoirs en affirmant que tout se terminera dans les flammes, rappelant le destin tragique de ses compagnes de couvent. Ibana, désormais dotée de capacités spéciales, croit que son pouvoir vient de sa résurrection des cendres de son passé. Lorsque le méchant s'apprête à mettre le feu à Iris, Shinra arrive. Malgré les avertissements d'Iris, Shinra confronte le capitaine Ibana qui le neutralise momentanément avec son pouvoir. Cependant, Shinra se remet, défiant l'aptitude d'Ibana et réaffirmant son rôle de héros. Dans un affrontement enflammé, Shinra démontre son courage et sa détermination face à la puissante Ibana, qui invoque des flammes et remet en question sa croyance en l'existence des héros et des dieux. Alors que la bataille progresse, Shinra lutte pour résister à l'assaut d'Ibana, qui déchaîne tout son pouvoir pour le vaincre. À un moment donné, notre héros voit l'opportunité de finalement vaincre son ennemi et il l'attaque, la faisant perdre connaissance. Ibana se réveille de sa transe, découvrant Shinra et Iris la protégeant. À travers une conversation avec Shinra, Ibana commence à reconsidérer son rôle et ses actions, tandis qu'Iris exprime son admiration pour elle. Enfin, Ibana montre un côté plus doux en partageant des souvenirs d'enfance avec Iris, ce qui conduit à un changement de perspective et à un avenir possible où la gentillesse et l'amitié triomphent sur l'obscurité. Au milieu d'une fête où tous les membres de l'organisation sont présents, à l'écart, Obi et Ibana discutent des plans d'Obi pour découvrir la vérité sur la combustion humaine. Ibana révèle également qu'il y a quelqu'un qui provoque des infernaux artificiels. Ils décident de travailler ensemble pour rendre justice à ceux qui causent ces incendies. Tous les infernaux qui ont attaqué d'autres récemment proviennent du district de Shinjuku, sous la juridiction de la première compagnie. Lors d'une réunion avec ses subordonnés, Obi révèle que son plan est d'infiltrer le premier district sous le couvert du système de formation à la réaffectation des nouveaux. Shinra et Arthur reçoivent l'ordre de se faire passer pour des agents infiltrés et d'en apprendre le plus possible sur les personnes créant des infernaux artificiels. Maki les guide vers l'obélisque du Saint-Soleil, la base élégante de la première compagnie. Takeru Noto de la 2e et Toru Kishiri de la 5e les rejoignent comme camouflage pour l'opération. Karim Flamme les accueille à l'arrière et les réprimande, mais Shinra prend simplement cela comme un discours redondant. Shinra est excité de rencontrer le capitaine Burns, désireux de découvrir tout ce qu'il sait sur le feu d'il y a 12 ans. Maki présente les nouvelles recrues au capitaine Burns. 3 lieutenants, Fuayin Lee, Karim Flamme et Reka Oshilia. Shinra les défie soudainement à un combat pour évaluer leurs compétences. Reka affirme que ce ne sera pas nécessaire, mais Burns décide de l'accepter.
En entendant parler du combat de Shinra avec le capitaine, Tamaki se précipite vers le terrain d'entraînement. Burns décide de commencer avec la compagnie ayant le plus petit nombre, mais Takeru est trop timide pour vouloir participer. Il se confronte quand même à Reka, qui l'appelle Juggernaut. Takeru n'aime pas utiliser ses flammes, mais Reka le convainc de se battre. Reka évite tous les missiles de feu de Juggernaut et Karim est contraint de les éteindre lui-même en utilisant un refroidissement thermoacoustique. Tohru refuse de passer après, alors le capitaine Burns décide d'affronter Shinra et Arthur en même temps. Arthur attaque en premier, mais son Excalibur est bloqué d'une seule main et éteinte en un instant. Shinra essaie de mettre la pression avec ses pieds enflammés, mais le capitaine est tout simplement dans une autre catégorie de force. Burns demande pourquoi Shinra veut être un héros, et après avoir entendu sa réponse, il le bat sans effort. Après le combat, le capitaine Burns accueille officiellement tous les nouveaux apprentis. Shinra est découragé par la défaite, mais Karim admet que les deux recrues ont très bien fait et s'occuperont d'eux. Des alarmes retentissent à nouveau, indiquant une urgence pour l'équipe 8 afin de mieux les surveiller. Karim ordonne à Shinra et Arthur d'attendre, mais Shinra remarque un comportement suspect qui entraîne une transformation infernale. Il poursuit le coupable et se retrouve soudainement face à Reka et Karim au bout de l'allée. Les recrues se rassemblent dans leur chambre. Arthur soupçonne les lieutenants, mais Shinra ne parvient pas à distinguer l'ami de l'ennemi. Il explique avoir vu un pompier transformer un civil en infernal avec un insecte. Il décide alors d'enquêter dans la chambre de Karim. Pendant que Juggernaut les distrait, ils trouvent un insecte infernal. Concluant que Karim est le coupable, Karim avoue avoir laissé l'insecte pour les tester. Soupçonnant Reka, ce dernier manipule Tamaki pour rassembler des enfants. Shinra intervient. Lorsque Reka tente de transformer d'autres enfants, il stoppe l'ennemi en lui écrasant la tête. Traumatisé, Tamaki ne peut que pleurer. Le méchant n'est pas complètement mort et il offre à notre héros un long combat. Plus tard, alors qu'ils portent leur bataille dans le ciel, Shinra parvient à surmonter Reka et à le vaincre avec un coup décisif qui renvoie le visage du traître sur le pavé. Tamaki s'assure que les enfants sont en sécurité. Shinra est épuisé et exige que Reka se rende sans résistance supplémentaire. Il refuse de laisser les enfants compatibles s'échapper et affirme qu'il fera tout ce qu'il faut pour l'évangéliste. Malgré l'utilisation excessive de ses flammes, Reka essaye d'exterminer tous les présents. Cependant, Karim arrive et le gèle complètement, utilisant son pouvoir. Foyan Lee arrive également et ils discutent de la possibilité qu'une organisation puissante soit derrière tout cela. Soudain, Reka est transpercé par une flèche enflammée, le tuant. Deux guerriers en robe blanche tirent d'un toit. De loin, ils tentent d'éliminer les soldats du feu restants et tirent même sur les bras de Foyin. Shinra lève un rideau de fumée et voit l'ennemi depuis une fenêtre. Tamaki marque les cibles avec sa flamme et Karim la gèle pour bloquer leur vue. Réalisant qu'ils ont été repérés, la mystérieuse silhouette en robe blanche se retire. Tout le monde se regroupe et Karim utilise sa robe pour couvrir le corps exposé de Tamaki. Et il lui dit d'être plus préparé pour prévenir d'autres victimes parmi les enfants. Karim croit que Reka n'a pas toujours été une personne maléfique et veut savoir qui l'a transformé ainsi. Shinra pense que son frère a été pris par l'évangéliste et exploité pour ses capacités. Shinra et Karim conviennent de travailler ensemble pour traquer l'évangéliste. Depuis Tokyo, l'empereur convoque tout le monde à une réunion urgente. C'est pourquoi une partie de l'équipe 8 se rend sur les lieux. En chemin, notre héros découvre qu'Amaterasu est une centrale d'énergie thermique perpétuelle qui fournit de l'énergie à tout l'empire de Tokyo. En secret, et sans que personne ne la voie, Ibana parle à un homme, le capitaine de la 3e brigade, qui porte un masque de la peste noire. Il lui reproche de travailler pour la 8e division, alors que son véritable emploi est de bénéficier à la société Eijima. La réunion commence avec la présence de tous les capitaines et tout le monde écoute maintenant l'empereur qui dit qu'il y a un ennemi au sein de l'organisation et que la mission sera de capturer l'évangéliste qui est un traître. Ensuite, l'ancien parle à Shinra et lui parle de l'Adora Burst, une flamme très ancienne et pure que le soleil a utilisée pour créer le monde. L'empereur dit cela à Shinra car dans sa génération, il y a déjà des personnes qui sont porteuses de l'Adora Burst. Cela explique pourquoi Shinra a pu vaincre plusieurs adversaires dangereux étant juste un rookie. Plus tard, le capitaine Obi ordonne à toute l'équipe de protéger Shinra pendant que tout le monde rentre chez soi. Notre héros reste un peu plus longtemps pour s'aventurer dans les installations d'Amaterasu
quand soudain, il rencontre à nouveau ce personnage mystérieux. Il explique qu'il ne cherche aucun conflit, mais lui donne un précieux conseil. S'il continue à poursuivre l'évangéliste, il retrouvera son frère car il travaille pour eux. N'ayant rien de plus à dire, il disparaît, laissant le jeune homme sans voix. Plus tard, pendant le dîner, Shinra leur dit qu'il a rencontré à nouveau Joker et les informe également que son frère pourrait être encore en vie. Il commence à l'encourager et s'engage à l'aider dans sa mission de retrouver Shaw. La 8e compagnie se réunit pour discuter de rapports qui pourraient être liés à l'organisation des Blancs. Ce rapport concerne le premier incendie auquel la 8e a été confrontée avant l'arrivée de Maki et Iris. Obi demande au lieutenant Inawa de raconter comment la compagnie des pompiers de la 8e a commencé dans l'année solaire 195. Takehisa était un militaire à la base de Yokota et ami de Maki et Tojo. Au départ, il se méfiait de Maki parce qu'elle était la fille d'un général, mais Tojo l'a rassuré. Cependant, Tojo devient un infernal et Inawa décide de ne pas lui tirer dessus. Le lendemain, il reçoit l'arme de Tojo et rencontre un incendie. À ce moment-là, Obi était un pompier qui n'était pas d'accord avec les méthodes des soldats du feu. Il observe comment la 3e compagnie privilégie les infernales par rapport aux vivants. Inawa et Obi décident de travailler ensemble pour vaincre l'infernal. Inawa révèle qu'il ne suit pas Saul, mais il n'a pas pu se résoudre à tirer sur son ami infernal. Obi décide de s'occuper de l'infernal mourant. Par la suite, ils décident de fonder leur propre entreprise pour enquêter sur les infernales. 2 ans plus tard, ils établissent leur base dans une cathédrale et recrutent Maki. Elle se sent honorée par l'histoire. Obi se souvient que les croyances du 8e restent inchangées. Lors du premier incendie du 8e, la victime était un infernal vêtu de blanc. Bien qu'il ait été éliminé sans problème, les circonstances étaient étranges. Le site de l'incendie reste opérationnel à Asakusa, territoire de la 7e compagnie. Dans les rues animées d'Asakusa, Benimaru se promène avec son indifférence caractéristique sous le surnom de Waka. Bien qu'il reçoive un peu d'attention et des friandises de la part des habitants, il maintient son aura froide et distante. De retour dans l'espace de la 7e, il partage les friandises avec les jumeaux Hinata et Ikage. Konoro. Sagimiya informe Benimaru des plans du 8e pour enquêter sur leur zone. Bien qu'il suggère de les ignorer, la 8e arrive soudainement. Obi essaie d'éviter les formalités, ce qui déplaît à Benimaru. Ce dernier les exhorte à ne pas perturber son territoire, même face aux avertissements concernant les infernaux. Shinra confronte Benimaru pour sa passivité malgré son pouvoir. Avant que la tension n'escalade, une alarme incendie retentit. Benimaru apprend la présence d'infernaux et ordonne à la 8e de se retirer avant de passer à l'action. Malheureusement, un citoyen devient un infernal. La 7e division soutient Benimaru alors qu'ils lancent leur festival. Ils utilisent des capacités uniques pour combattre l'infernal, bien que cela cause des dommages collatéraux. Il est révélé que Benimaru est un soldat composite avec des capacités de 2e et 3e génération. Malgré la destruction, les habitants d'Asakusa montrent leur gratitude envers Benimaru. Les maisons endommagées sont sacrifiées pour tenir la peste à distance. Les résidents font confiance à Benimaru pour leur apporter la paix dans leurs derniers instants, lui valant le titre de roi de la démolition d'Asakusa. Après la perte de Kantaro, le groupe de la 8e regarde avec étonnement Asakusa pleurer ses morts de manière unique. Ils décident d'organiser un festival pour honorer les défunts et aider à reconstruire les maisons endommagées, offrant un abri à ceux qui ont temporairement perdu leur foyer. Shinra et le capitaine Obi conviennent qu'ils devraient contribuer aux réparations s'ils veulent continuer leur enquête à l'avenir. Chaque membre de la 8e équipe s'implique dans la reconstruction de la ville dévastée. Pendant ce temps, les hommes en blanc détectent la présence de la 8e à Asakusa et reçoivent des ordres de leur leader pour éliminer l'enquête immédiatement. À la fin de la journée, Benimaru s'occupe des brûlures de Konro et les jumeaux s'approchent de Shinra, qui divertit les filles. Konro exprime son appréciation pour les membres de la 8e, suggérant une coopération entre les deux groupes. Bien que Benimaru ne se voit pas comme un leader, il décide de collaborer avec eux. Plus tard, Shinra consulte Benimaru au sujet des brûlures de Tephrosis de Konro. Benimaru cherche à rencontrer Obi, mais en surprenant une conversation entre lui et Inawa au sujet de la transformation de Kantaro en infernal, il attaque impulsivement Shinra, essayant de le calmer sans succès. Benimaru défie toute la 8e compagnie, ignorant que les hommes en blanc ont manipulé la situation. Obi se prépare à affronter Benimaru, le défiant à un duel pour laver son honneur malgré l'absence de capacité pyrotechnique.
Bien que Benimaru domine initialement, Obi revient équipé de son armure spéciale de la Fire Force. Malgré la résilience d'Obi, Konro intervient pour empêcher un combat prolongé. En revenant à la tour de garde, il découvre que l'Obi précédent pourrait avoir été un imposteur. Benimaru se met à enquêter, tandis que Konro partage son histoire de sacrifice pour sauver Benimaru lors d'une confrontation avec un puissant infernal. En l'an 1996 du calendrier solaire à Asakusa, Tokyo, Konro survit à une rencontre avec un démon infernal, étant trouvé carbonisé mais vivant par Benimaru à l'aube. Malgré son insistance sur le fait qu'ils auraient dû se battre, Konro refuse de perdre Benimaru et lui assure qu'il dirigera et protégera Asakusa. Suite à l'incident, la compagnie 4 des pompiers spéciaux arrive et formalise l'incorporation des Eikeshi Asakusa dans la force spéciale de pompiers en tant que compagnie 7. Bien que Benimaru montre d'abord une réticence à faire partie de l'Empire, Konro pense qu'il devrait tirer parti de leurs ressources, marquant ainsi l'établissement de la compagnie 7 2 ans plus tard. Cette année-là, Konro ne regrette pas ses décisions, et Shinra aspire à devenir un héros pour prévenir des sacrifices inutiles. Pendant ce temps, des troubles surgissent à Asakusa, les gens s'accusant mutuellement de crimes qu'ils ne se souviennent pas d'avoir commis, attirant l'attention de Benimaru. Le groupe 8 rencontre Hinata et Kage en train de se disputer sur leur authenticité, révélant que l'un d'eux est un imposteur. Pendant ce temps, un individu du blanc habillé utilise ses capacités pour manipuler les visages des gens. Ce groupe est prêt à provoquer un grand incendie. À Asakusa, Benimaru enquête sur les malentendus, tandis que le blanc habillé crée artificiellement des infernales pour trouver un humain compatible ou créer un démon. Alors qu'ils poursuivent le groupe 8, des flèches enflammées commencent à les attaquer de plusieurs directions. Shinra et Arthur tentent de poursuivre le tireur d'élite, affrontant 2 membres du blanc habillé dans un combat inégal. Cependant, en travaillant ensemble, ils parviennent à submerger leurs adversaires et forcent Aero à battre en retraite. Désespéré, l'ennemi consomme un insecte infernal, poussant Benimaru à agir pour stopper la menace. Beni reconnaît toujours Konro comme le leader, qui lui confie la responsabilité pendant son absence. Bien que réticent, Beni accepte et avertit la communauté de la présence d'imposteurs parmi eux, appelant à l'unité contre toute menace extérieure. Pendant ce temps, Shinra et Arthur affrontent l'archer vêtu de blanc et son associé infernal. Beni, en apercevant le démon, décide de l'affronter personnellement. Évoquant le traumatisme de son passé lié aux flammes infernales et vivant un lien à Dola, Ika confronte l'individu vêtu de blanc qui a trompé Ina avec des promesses en échange de son kimono. Ensemble, les jumeaux punissent l'imposteur et ses complices. Beni affronte le démon dans un combat aérien, tandis que Konro, incapable d'intervenir directement, appelle à l'aide Shinra. Guidé par son instinct protecteur et sa conviction que ces flammes préservent l'humanité, Shinra intervient, déviant une flèche destinée à Beni. L'archer compare le lien Adola de Shinra à celui de l'évangéliste. Utilisant une technique de Konro, la lune cramoisie, Beni vainc le démon, Shinra le sauve d'une chute et les membres de la 7e informent Konro que les flammes et les infernaux ont été éradiqués. Attribuant le succès à Shinra et son équipe, Konro reconnaît la contribution de la 8e, en particulier celle de Shinra. Yona et les chevaliers flamboyants de la flamme cendrée informent Shokusakabe de la situation de Shinra. Il relaie que Haran a été considéré comme un martyr. Haro souligne le lien Adola de Shinra avec le démon. Sho exprime sa détermination à obtenir le lien Adola à tout prix et promet d'être présent lors de la prochaine rencontre. Pendant ce temps, Obi s'occupe du scientifique légiste Victor Licht, assigné à l'équipe légiste disparue de la compagnie 8. Il a des liens avec Joker et leurs interactions commencent par une légère trébuche, car Licht ne propose pas le salut habituel. Le scientifique tente d'étudier les pieds de Shinra, cherchant la source du lien Adola, tout en se vantant de son propre intellect et de son expérience en pyrokinésis appliquée chez Haijima et V Industries. La princesse Ibana remet en question la présence de Licht dans la compagnie 8, à laquelle il plaide pour les rejoindre, arguant que la compagnie manque d'un ingénieur. Bien qu'il soit initialement rejeté, il suggère de recruter Volcan Joseph, un artisan talentueux dont l'aversion pour Haijima et la Special Fire Force le rend réticent à rejoindre. Obi a confiance que Shinra, Arthur et Iris peuvent le persuader et leur demande de l'approcher avec sincérité. Volcan, méfiant mais talentueux, montre d'abord de l'hostilité en lançant des canettes de soda aux nouveaux venus. Cependant, son apprenti Yu accepte d'écouter. Shinra, Arthur et Iris parviennent à entrer et à témoigner des compétences de Volcan en action. Volcan révèle son rêve de faire revivre des animaux éteints et son profond ressentiment envers Haijima, alimenté par la suspicion que Giovanni, un ancien apprenti à lui maintenant associé à Haijima, pourrait être impliqué dans le mort de sa famille.
Shinra propose l'assistance de la compagnie 8 et Volcan présente une machine projetant des images d'animaux éteints, partageant son désir de les ramener à la vie. Lisa, recueillie par Volcan après avoir perdu ses parents face aux infernales, révèle des soupçons sur la connexion de sa famille avec Haijima et le potentiel rôle de Giovanni dans leur tragédie. Alors que Lisa se retire, le lien au-delà de Shinra détecte l'intention meurtrière de Giovanni envers Volcan. Volcan s'incline devant les tombes de ses parents, partageant avec eux le poids de sa journée de travail et la recherche d'une nouvelle famille. Il exprime son désir de forger des liens indestructibles, contrastant avec les fractures familiales qui ont marqué son passé, incarnées par son grand-père et son père. Pendant ce temps, Shinra, Iris et Arthur débattent des motivations cachées de Giovanni et de sa potentielle nature homicide. Shinra traque ce dernier, tandis qu'Arthur prend la responsabilité de protéger le groupe. De son côté, Arthur essaye d'expliquer ses préoccupations à Vulcan, qui a du mal à croire que Haijima représente une menace pour la 8e brigade. Leur conversation est interrompue par Yu qui signale un rassemblement inhabituel à l'extérieur. Giovanni tente une embuscade à Shinra en utilisant des câbles de 2e génération pour contrôler ses attaques et l'amener devant l'évangéliste à cause de son Adola Burst. Pendant ce temps, Arthur cherche à incarner le véritable esprit d'un chevalier avant de se battre, et Vulcan lui fournit l'équipement nécessaire. Équipé d'une cape, d'une épée et d'une tête d'âne, Arthur confronte les ennemis. Son épée, d'une puissance inhabituelle, dissipe sans effort les illusions des adversaires vêtus de blanc, révélant leur véritable nombre. Malgré la destruction de son symbole de pouvoir, Arthur se lève pour défendre sa position avec un nouvel élan. Dans un retournement inattendu, Lisa trahit Vulcan et Yu, incapables de résister aux tactiques de Giovanni pour obtenir la clé d'Amaterasu. Désespéré, Giovanni blesse Yu pour extraire les informations qu'il recherche. Vulcan, apparemment inconscient de l'emplacement de la clé, met Giovanni en colère qui attaque brutalement, détruisant les rêves et les projets de Vulcan dans le processus. Ibana révèle qu'elle a espionné Iris à l'aide d'un insecte et libère Shinra pour qu'il puisse retourner à l'atelier de Vulcan. Pendant ce temps, Giovanni trouve la clé à l'intérieur du projecteur cassé. Shinra arrive juste à temps pour essayer de l'arrêter. Ibana aide Arthur à l'extérieur. Lisa attaque Shinra avec des flammes magnétiques, mais Vulcan ordonne à Iris d'appuyer sur des boutons au hasard, provoquant la chute des animatroniques du plafond. Les flammes de Lisa reculent en raison du champ magnétique généré par les machines. Shinra se bat contre Giovanni, l'envoyant hors de l'atelier. Le lien Adola de Shinra s'active à nouveau lorsque Sho apparaît, excité de voir son frère. Shinra ne réalise pas que Sho ne reconnaît pas leur relation. Dégoûté, Sho déclare que Shinra sera emmené par les White Woods. Arthur essaie d'intervenir, mais Sho lui inflige une blessure avec son épée. Licht aide tout le monde à s'échapper dans un camion, tandis que Vulcan prend Arthur et Shinra. Vulcan essaie de convaincre Lisa de les rejoindre, mais elle refuse. Sho apparaît pour les arrêter, mais Joker le retient, révélant qu'ils ont tous deux subi de légères blessures. Shinra informe Obi des événements, tandis que Vulcan décide de rester avec le 8e pour des raisons de sécurité. Chez eux, Shinra promet de protéger son petit frère, souhaitant le ramener. Vulcan, surpris par l'attitude du 8e pendant le dîner, se sont touchés et réaffirme son engagement envers la brigade. Enfin, Vulcan visite la tombe de ses ancêtres, s'excusant d'avoir rompu sa promesse en aidant le Flamme 8. Ibana et Konro se rassemblent pour partager des informations sur l'enquête du 8e. Ils discutent de la façon dont le 3e est outré et tentent de couvrir les événements. Obi révèle qu'il a assigné à Licht la tâche de trouver la base de l'ennemi, ce qui suscite des soupçons chez Ibana. Pendant ce temps, Licht est vu en train de parler avec Joker, qui lui demande de concevoir un plan pour améliorer les flammes de Shinra. Konro propose d'entraîner les recrues au combat rapproché, tandis que Benny entraîne Arthur et Shinra aux techniques de combat. Licht explique une méthode pour que Shinra améliore ses flammes, tandis que Benny démontre comment améliorer leur propulsion et leur précision. Konro montre de la méfiance envers Licht, le considérant comme suspect. Pour la 8e brigade. Aux côtés de la 8e escouade, Vulcan travaille à l'amélioration de la lutte contre les incendies et crée des armes de soutien pour l'étincelle et le flair. Benny révèle à Shinra Hardy Tenukata, expliquant comment chaque formation de main a une utilisation et une signification spécifique. En utilisant l'une de ces formations, Shinra compresse instantanément ses flammes, augmentant leur vitesse avec une concentration intense. Benny demande à Shinra le nom de son coup final, rejetant l'idée du jeune homme. Pendant ce temps, Arthur commence à s'entraîner avec une katana, apprenant de nouvelles techniques d'escrime. Alors que Shinra perfectionne ses flammes, il ressent une profonde connexion avec son frère. Un groupe de membres vêtus de blanc se rassemble avec le docteur Giovanni, soulignant que la 8e compagnie est proche de découvrir leur base. Sho souligne qu'ils ont un avantage parce qu'un d'entre eux a un lien spécial. Le souvenir d'enfance de Shinra l'inspire à agir rapidement, mais sans peur. Il se rappelle de sa promesse de sauver Sho, si nécessaire. Ailleurs, Obe informe la compagnie 8 de la piste trouvée dans l'atelier de Vulcan, indiquant que les White Clad pourraient se trouver dans le Nether. Iris décrit le Nether comme un endroit sombre et sale, où même la lumière du soleil n'atteint pas.
Victor révèle qu'il s'agit en réalité d'anciens tunnels de métro. Dans un rêve, Shinra voit une femme ressemblant à Iris et ressent leur lien spécial s'éveiller brusquement. Le lendemain, la compagnie 8 se dirige vers le Nether avec une autorisation spéciale. Iris réitère sa peur de cet endroit. Une fois à l'intérieur, Maki éclaire le chemin, tandis que Yona et Mirage créent une distraction. Aaron ordonna à Salt de les poursuivre. Iris reste en arrière avec Takami et un imposteur, faisant face à une situation déroutante. Pendant ce temps, Maki confronte les Whiteclad, surmontant sa peur initiale et les battant avec l'aide de sa nouvelle équipe. D'autre part, Tamaki se bat contre Assault, se remémorant une conversation précédente qui la motive à donner le meilleur d'elle-même. Bien que son pouvoir la distrait, Iris saisit l'occasion de frapper Assault avec un tuyau en métal. Ensemble, elles vainquent Assault et s'éloignent en se sentant renforcées. En se défendant, Hinawa se retrouve face à face avec Arrow dans un affrontement solitaire. Licht est capturé par un membre des Whiteclad et utilisé comme appât pour Shinra, qui le libère par son mouvement rapide. Hinawa et Arrow échangent des stratégies alors qu'ils se battent pour s'éliminer mutuellement. Hinawa se retrouve piégé dans un train abandonné à cause des mouvements calculés d'Arrow, qui profite de la situation pour lui tirer dessus sans pitié. Au cours de la confrontation, ils discutent de leurs croyances avec Arrow, se demandant pourquoi Hinawa continue de se battre malgré l'épuisement émotionnel. Hinawa répond avec enthousiasme, déterminé à ne pas laisser la 8e compagnie être dirigée uniquement par Obi. Hinawa tire avec un puissant fusil à pompe, changeant le canon après chaque tir. L'intensité de la bataille est comparée à un affrontement entre deux chars. Malgré ses blessures, il continue de se battre, utilisant les flammes d'Arrow pour renforcer ses propres attaques. Finalement, il parvient à vaincre Arrow, mais s'effondre épuisé contre un pilier. Deux membres des Whiteclad s'approchent de lui, mais Hinawa, encore debout, tire une balle qui frôle sa cible. Le plafond s'effondre, révélant Arthur de l'autre côté. Arthur se confronte à des clones créés par un membre des Whiteclad, utilisant ses capacités pour discerner lequel est le véritable ennemi. D'un coup précis, il vainc l'ennemi, sauvant Hinawa d'un coup mortel. Pendant ce temps, Maki croise Tamaki et Iris, et plus tard, ils sont rejoints par Vulcan, Obi, Giovanni et Lisa. Giovanni montre de l'intérêt pour Lisa, lui rappelant son vrai nom et la menaçant de conséquences. Il explique que l'évangéliste est au courant de tout, des infernos artificiels à la flamme de destruction, démontrant ainsi sa profonde connaissance et son pouvoir. Lisa a une capacité spéciale avec les insectes, mais sa vie a été marquée par la tragédie. Ses parents sont morts aux mains d'un infernal, ce qui lui a causé une profonde peur du feu. Cependant, elle trouve du réconfort dans les insectes. Obi et Vulcan essaient de la convaincre de ne pas continuer sur cette voie, car son pouvoir est hors de contrôle. Obi prévoit de libérer Lisa de ses flammes en plaçant stratégiquement des extincteurs sous ses tentacules pour les étouffer. Bien que Lisa se sente vide sans ses flammes, Vulcan la sauve d'une chute libre, seulement pour que Giovanni la prenne en otage et la torture. Giovanni force Vulcan à tirer sur Obi, mais ce dernier révèle qu'il est protégé par un gilet pare-balles. Pendant ce temps, Obi interroge Giovanni sur les motivations de l'évangéliste pour créer des infernaux, et Giovanni les justifie comme faisant partie de la protection d'un prétendu ordre naturel lié à l'Adola Burst mystérieux. Shinra, affecté par des hallucinations dues à son Adola Link, confronte Sho qui essaie de lui montrer sa vérité sur Edola. Shinra et Sho s'engagent dans une confrontation intense, Sho manipulant le temps et l'espace à son avantage. Shinra subit de graves blessures mais refuse de céder. Pendant ce temps, Giovanni se retire, satisfait d'avoir rassemblé les garçons. Les deux frères se disputent sur leurs différentes perceptions de l'univers, tandis que Licht observe la capacité de Sho à étendre son univers en utilisant la chaleur, laissant Shinra se sentir impuissant face à lui. Sho essaie de démontrer sa vérité à Shinra à travers leur Adola Link. Sho révèle que les flammes de l'Adola Burst représentent la Terre que Shinra voit pendant ses liens, capable d'affecter toutes les formes de vie au-delà de leur univers. Horrifié, Shinra reconnaît l'évangéliste parmi les flammes noires et les squelettes. En confrontant l'évangéliste, le monde d'Adola s'estompe et il retourne dans le monde réel. Licht explique que les flammes de Sho manipulent l'extension de l'univers pour arrêter le temps. Malgré ses efforts, Shinra fait face à une défaite inévitable contre Sho. Inlassablement, Shinra tente de dialoguer avec Sho, lui demandant de l'appeler grand frère. Shinra poursuit Sho, comme s'il jouait à cache-cache, mais Sho continue de l'envoyer voler encore et encore. Shinra essaie de se connecter émotionnellement avec Sho, se remémorant leur enfance ensemble. Dans un moment de désespoir, Shinra invoque un lien avec Sho, le rompant avec ses flammes. Shinra réalise que la force de Sho provient de sa connexion au monde d'Adola et se demande s'il peut lui aussi exploiter ce pouvoir. Malgré les coups incessants, Shinra refuse d'abandonner, exprimant sa détermination à impacter émotionnellement les autres. Shinra tente de s'approcher de Sho une fois de plus, mais Sho l'attaque avec un mouvement qui séparera les univers dans lesquels Shinra existe.
Malgré ses blessures, Shinra persiste, exprimant son appréciation pour l'existence de Sho. Lorsque Sho fige au temps, Shinra disparaît soudainement, révélant une nouvelle capacité. Pendant ce temps, Licht regarde avec inquiétude, conscient que le pouvoir de Shinra pourrait le mener à sa destruction. Shu continue d'attaquer son frère, qui réapparaît soudainement et le frappe. Un membre de l'habit blanc suggère que cela pourrait être l'émergence d'une nouvelle génération d'utilisateurs de flammes. Shinra, épuisé et blessé, sourit à la perspective de faire face à son frère une fois de plus. Même si cela pourrait le mener au bord de la mort, Shinra persiste alors que ses souvenirs submergent Shu. Il confesse que la promesse qu'il a faite à sa mère a toujours été importante, mais maintenant, après avoir vu son frère de cette manière, tout semble différent. Il révèle que durant son enfance, il a été victime de harcèlement et accusé d'être un démon responsable de la mort de sa famille. Après cette tragédie, il a développé un tic nerveux qui le faisait sourire constamment. Shinra partage le souvenir de leur sourire insouciant avant le feu. Shu se rappelle comment l'évangéliste s'est approché de lui pendant l'incendie alors qu'il n'était qu'un bébé. Il revit également le souvenir de Shinra l'aidant lorsqu'un journal est tombé sur son berceau. Ces souvenirs émeuvent Shu aux larmes. Shinra prend son frère dans ses bras et s'excuse de l'avoir tenu dans l'ignorance si longtemps. Juste à ce moment-là, la réplique de l'épée de Shu le transperce, mais Shinra rassure son frère en disant que ce n'est pas de sa faute. Omea apparaît et révèle que Shinra ne peut pas contrôler ses pouvoirs, ce qui l'a conduit à se transpercer accidentellement. Elle explique ses plans pour réactiver le grand cataclysme avec des éclats d'Adola. Sho essaie d'intervenir mais découvre que son lien Adola a été coupé. Aomea le repousse avec de l'électricité et s'enfuit avec lui. Le 8e est contraint de battre en retraite pendant qu'ils emmènent Shinra, gravement blessé, chez Kyoko Wang pour des soins. Pendant l'opération pour le sauver, Shinra se remémore constamment son frère. Il finit par se réveiller plusieurs jours plus tard, affamé et obsédé par l'idée de retrouver Sho. Burns lui rend visite et révèle qu'il a toujours su pour l'incendie d'il y a 12 ans, mais qu'il a choisi de ne pas lui en parler. Cela déclenche une confrontation entre eux. Vulcan essaie d'engager la conversation avec Shinra, mais ce dernier est distant et répond brusquement. Cependant, Vulcan rappelle à Shinra qu'il n'est pas seul et essaie d'alléger l'atmosphère avec une touche d'humour. Il conseille à Shinra de ne pas trop réfléchir et plaisante sur sa capacité à penser. Enfin, après tout ce qui s'est passé, Shinra retourne dans la 8e escouade. Burns défie Shinra de prouver sa force avant de révéler la vérité. Shinra accepte et transperce le champ de force de Burns, le frappant au bras. Impressionné, Burns accepte enfin de révéler la vérité. Burns explique que l'éveil de l'Adola Burst de Sho a conduit sa mère à devenir un infernal. À ce moment-là, les capacités de Shinra se sont manifestées et l'évangéliste avait prédit cet événement. Burns a ressenti un lien Adola en voyant la mère de Shinra sous la forme d'un bébé infernal tenant Sho. Aomea a contrôlé la mère de Shinra avec son électricité pour attirer son jeune frère. C'est alors que Burns a décidé de parler à Shinra de l'implication de l'Adola Burst dans la mort de sa famille. Shinra réalise qu'il a récemment vu sa mère dans le monde Adola et désire plus d'informations pour pouvoir la retrouver. Il soupçonne que le capitaine Egg pourrait être impliqué. Obi accepte d'enquêter sur cette affaire et suggère que si la mère de Shinra est toujours vivante en tant qu'infernale, il pourrait y avoir un moyen de la ramener. La vie a repris son cours habituel, comme si les événements précédents liés à l'évangéliste et à la robe blanche n'avaient jamais eu lieu. Néanmoins, Shinra reste déterminé à trouver un moyen de restaurer l'humanité des infernales et de percer les mystères derrière l'évangéliste. Les Adola Burst. Les membres de la Brigade 8, Maki, Iris et Tamaki, accompagnent Shinra pour acheter des vêtements pour le lieutenant Inawa qui a un terrible sens de la mode. Soudain, une série d'explosions interrompt leur journée et en enquêtant, Shinra se retrouve face à un infernal gigantesque et conscient lançant des boules de feu. Arthur arrive à sa rescousse et avec le reste de la Brigade 8, il se prépare à la confrontation. Travaillant en équipe, Arthur et les autres parviennent qu'à vaincre temporairement l'Infernal, mais ils découvrent qu'il possède 5 cœurs distincts dans son corps qui doivent être détruits. Grâce à un effort commun, ils éliminent les cœurs dans ses membres, tandis que Shinra confronte le cœur central avec son puissant Rapid Man Kick. Plus tard, le capitaine Obi présente à Shinra le projet compétitif annuel du calendrier masculin nu de la brigade de pompiers. Cependant, une pose comique en double cobra laisse la photo de la brigade 8 à la dernière place. Comme l'année précédente, Shinra est accompagné de la lieutenant Asako Ag, petite fille de la brigade 8. Ils sont accueillis par l'instructeur, Pert Kopan, qui conduit Shinra vers Ag. Shinra rencontre le capitaine Soichiro Ag de la brigade 4. Étonnamment, Ag demande à Shinra de le brûler. Et une voix jeune dans l'esprit de Shinra l'incite à utiliser tout son pouvoir. Ag révèle avoir vu le monde à travers ce que Shinra appelle le lien Adola et aspire à y retourner, que ce soit au paradis ou en enfer.
De loin, Uema de la robe blanche commente à Sharon que la femme connue sous le nom de premier pilier continue de tenter Shinra d'utiliser son Adola Burst. Shinra perd le contrôle et Hag réalise la gravité de la situation, le forçant à intervenir. À ce moment-là, Arthur apparaît et intervient pour empêcher Shinra de libérer tout son pouvoir. Il va même jusqu'à utiliser le corps de Hag comme bouclier contre les attaques de Shinra. Pendant le combat, Arthur se remémore son enfance avec sa mère et son père délirants qui aspiraient à quelque chose de plus grand que leur humble existence et l'ont abandonné, le laissant seul avec leur bénédiction. La confrontation se poursuit jusqu'à ce qu'avec la détermination et les attaques d'Arthur, Shinra parvienne à résister aux provocations du premier pilier. Dans un moment de clarté, il révèle l'existence d'un autre pilier, un atout qui pourrait être crucial tant pour l'évangéliste que pour la brigade des pompiers. Obi débat avec le chef de l'agence de défense contre les incendies des implications de l'apparition d'un autre pilier. Pendant ce temps, Inka Kazugitani, une lycéenne, utilise son remarquable sens de l'odorat pour détecter le faible parfum d'une maison sur le point de prendre feu. Rassemblant rapidement ses compagnons Panda et Sancho, il se dirige vers le lieu, se préparant à piller la propriété une fois que le feu éclate. Bien qu'Inka parvienne à sauver le vieil homme qui y vit, elle ne manque pas l'occasion de voler tout son argent. Plus tard, le premier pilier apparaît à Inka, éveillant son intérêt. Soudain, des maisons voisines s'enflamment, et Inka prédit joyeusement où elles vont se propager, comme si elle dirigeait un orchestre. Alors que la brigade 8 se précipite sur les lieux, Obi mentionne l'existence d'un lycéen suspect qui pourrait être le 5e pilier, le voleur de feu. La brigade arrive et se divise pour affronter les infernaux à l'origine des incendies. Shinra est chargé de localiser le voleur de feu, tandis qu'Arthur est envoyé pour stopper l'utilisateur de plasma. Omea découvre Inka et envoie Charon pour la capturer, mais il tue accidentellement Sancho lorsque le jeune homme essaie d'intervenir, déclenchant les capacités d'ignition d'Inka. Shinra arrive juste à temps pour empêcher le robe blanc de l'emporter, et il s'engage dans une bataille intense avec Sharon. La brigade 8 fait face à une augmentation du nombre d'infernaux que Obi soupçonne d'être générés par les insectes infernaux. Pendant que Shinra arrête brièvement Karen et essaie de persuader Inka de rejoindre la lutte de la brigade des pompiers, elle rejette l'offre et s'enfuit à la recherche d'une échappatoire à sa vie monotone au milieu du chaos. Un démon infernal apparaît, ajoutant en nombre déjà écrasant de personnes infectées par les insectes infernaux, mettant la brigade des pompiers dans une situation critique. Cependant, juste au moment où les choses semblaient devenir difficiles pour l'équipe, Obi avait demandé des renforts à l'avance, et le lieutenant, Karim, Toru, Kishiri et Juggernaut sont arrivés pour contenir les infernaux et confronter les blancs. Par la suite, les 2e et 5e brigades unissent leurs forces avec la 8e brigade pour éliminer les infernaux restants et évacuer les citoyens. Lors d'une confrontation sur un toit, Arthur attaque Omea, le cerveau de l'attaque de la ville. Pendant ce temps, Shinra poursuit Inka, qui a été capturée par les blancs, mais elle refuse de rejoindre l'un ou l'autre camp. Lorsque les blancs emmènent Inka, Shinra fait face à Sharon une fois de plus, mais son attaque semble avoir peu d'effet. Dans une tentative désespérée, Shinra décide d'essayer une nouvelle technique que Obi lui a enseignée, connue sous le nom de Korna. En affrontant Sharon dans un combat intense, Shinra se souvient des mots de Flamme Karim concernant les pyrokinétiques de 2e génération. Ils ne peuvent pas générer de feu, mais ils peuvent le contrôler. Avec cette idée en tête, Shinra soupçonne que Sharon possède ses capacités et décide de réessayer sa technique Korna. Cependant, il réalise que ses connaissances sont insuffisantes face à l'expérience de Sharon. Malgré ses efforts, Shinra parvient à blesser Sharon, mais ne parvient pas à le vaincre. Alors que Sharon se prépare à contre-attaquer et que la Fire Force est occupée, avec le démon et les incendies ravageant les bâtiments, Licht suggère une stratégie exploitant le pouvoir des 2e générations pour diriger les flammes vers la place de la ville. Là, Maki contrôle et façonne les flammes, les transformant en un tourbillon de feu en spirale. Vulcan et Obi travaillent ensemble pour amener le démon au centre de cette tempête de feu, où il est consumé par sa propre férocité. Karim intervient alors, gelant la colonne de feu et éteignant les flammes. Shinra essaye de persuader Inka de le rejoindre, mais elle décide de rester avec les blancs. Et Sharon laisse Shinra gravement blessé. Panda, la seule survivante et complice d'Inka, les rattrape et exige qu'il la laisse partir. Alors que Sharon se prépare à intervenir, Inka anticipe ce qui est sur le point de se passer, engloutit Panda dans les flammes, puis s'en va avec les Whitewood. Suite à ces événements, la Fire Force fait face au défi de gérer les forces qui s'opposent à eux. Après avoir discuté avec d'autres brigades, Obi annonce que Shinra, Arthur, Tamaki et Victor participeront à une opération conjointe avec des membres d'Other Takeru, Noto et Ongun Montgomery, sous le commandement de Pan. Leur objectif est d'enquêter sur le grand cataclysme survenu il y a 250 ans, espérant recueillir des informations sur les Adola Burst et les motivations des évangélistes pour rassembler les 8 piliers. L'enquête se déroulera en dehors de l'Empire de Tokyo, sur la péninsule chinoise. L'équipe de 7 membres partira sur un bateau à vapeur en direction de la Chine continentale.
L'équipe de la Fire Force arrive à Avalon sur le continent asiatique, où Takeru Nodo retrouve sa mère, qui révèle que leur ferme a été pillée. Alors qu'ils se préparent à se diriger vers une déchirure spatiale, le groupe voyage vers l'intérieur des terres dans un véhicule à chenilles couvert. Cependant, ils sont affectés par des gaz s'échappant des fissures dans le sol, agissant comme un stimulant qui les pousse à se comporter de manière erratique. Au milieu de cette situation, ils sont attaqués par une bête géante ressemblant à un ver, mais sont sauvés par une taupe parlante nommée Chop. Chop révèle que c'est lui qui a pillé la ferme de Noto, à la recherche de pommes de terre. Se proposant comme guide, Chop conduit l'équipe chez lui, une oasis près de la déchirure spatiale qui a été envahie par des étrangers. En chemin, ils rencontrent l'ami de Chop, Beauty, une foule qui parle. Cette nuit-là, ils sont témoins d'un grand nombre d'infernaux errant dans la campagne. En arrivant à l'oasis, Beauty montre à Shinra le tabernacle similaire à l'Amaterasu dans l'Empire de Tokyo. Guidés par Chop à travers une forêt pleine de ruines humaines, ils atteignent l'un des piliers entourant le tabernacle. Cependant, ils sont attaqués par des chiens infernaux associés aux envahisseurs, mais Tamaki les neutralise. Plus tard, Shinra entend une voix intérieure l'exhortant à sauver la forêt. Convaincu que la voix intérieure vient du tabernacle, Shinra écoute l'explication de Chop sur son histoire et comment une jeune femme vêtue d'une robe noire leur a appris à parler et à réparer la structure. Cependant, le groupe est soudainement attaqué par des infernaux intelligents encapuchonnés qui ont également placé des pièges explosifs dans les environs. L'un des infernaux affirme que le tabernacle a été construit pour détruire le monde, mais Chop le conteste, arguant qu'il leur a en réalité été bénéfique. Cette affirmation amène Shinra à réfléchir sur la façon dont un Amaterasu peut être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Pendant ce temps, les infernaux Tempi ont rassemblé une série de tablettes dans l'intention de libérer le plein pouvoir du tabernacle. Perth, Copan, Victor et Arthur décident d'explorer l'intérieur du tabernacle tandis que Tempi mène une attaque de ses partisans infernaux contre la force de feu à l'extérieur. Tempi révèle son intention de se suicider et de monter au ciel en faisant exploser le tabernacle, ce qui causerait la destruction de la forêt et de la région environnante. Shinra promet de l'arrêter, même si Tempi possède le pouvoir d'un démon. Soudain, Shinra ressent le lien à Dola et la jeune femme en robe noire apparaît derrière lui. Pendant ce temps, à l'intérieur du tabernacle, Perth, Copan et Victor essaient en vain de déchiffrer le chiffre gravé sur les tablettes et les murs. Jusqu'à ce qu'Arthur ait soudain une idée qui pourrait être la solution. Après que le monde ait été englouti par les flammes et les cendres suite au grand cataclysme, un homme connu sous le nom de Raffles le Fer a conduit ses partisans vers une flamme immaculée, une source d'énergie qu'il a utilisée pour créer l'Amaterasu et bénéficier à l'humanité. À l'intérieur du tabernacle Amaterasu, Victor teste l'hypothèse d'Arthur concernant le code basé sur le pi. Bien que les résultats soient inconclusifs, ils avancent vers l'entrée du noyau, qui émet un son mécanique semblable à un battement de cœur. En trouvant des flèches avec des plumes blanches, y compris une dans la serrure, Victor déduit que le noyau implique un sacrifice et pourrait contenir un être vivant avec une explosion d'Adola. Pendant ce temps, à l'extérieur, Shinra et l'équipe combattent les infernaux jusqu'à ce qu'il ne reste que Tenpei. Ce dernier crée une faux enflammée et attaque la force de feu. Apparemment invincible, Shinra, entendant toujours la voix l'exhortant à sauver la forêt, demande à Ogun, Tamaki et Takeru de retarder Tenpei pendant qu'il et Scop essaient de contacter la femme vêtue de noir. Finalement, ils réussissent à le faire, mais elle est trop faible pour offrir plus qu'un bref moment de grâce à Dola pour l'aider. Malgré cela, Shinra croit que cela suffira à vaincre Tenpei. Shinra accepte la proposition de la mystérieuse femme en noir, porteuse de la grâce Adola. Dans une explosion de pouvoir, il déclenche une attaque contre Tenpei, révélant sa capacité à voyager à la vitesse de la lumière, provoquant un retour en arrière du temps. Ce voyage temporel soudain le conduit à témoigner du passé, où Tenpei a survécu au grand cataclysme, mais a été laissé seul et vulnérable. À ce moment-là, l'évangéliste émerge de la déchirure spatiale, utilisant un insecte de feu pour transformer Tenpei en démon infernal. L'attaque de Shinra, qui dans le temps réel n'est qu'un instant, entraîne l'annihilation complète de Tenpei, déclenchant une massive explosion de flammes à une distance sécurisée de la forêt. La femme en noir révèle alors qu'elle a elle-même été enflammée par un insecte évangéliste avec une explosion d'Adola et a utilisé son pouvoir pour créer une oasis pour les animaux. L'équipe de la Force de Feu se rassemble pour partager des informations, déduisant que l'Amaterasu à Tokyo, contrôlé par le Temple du Saint-Soleil et Aijima, pourrait être alimenté par un humain qui pourrait être un sacrifice involontaire, désormais amer envers l'humanité. De plus, ils soupçonnent que l'évangéliste prévoit de sacrifier les 8 piliers et d'utiliser l'Amaterasu pour déclencher un second grand cataclysme. Leur mission accomplie, l'équipe de la Force de Feu retourne dans l'Empire de Tokyo pour informer le capitaine Obi de leurs découvertes et préoccupations. L'équipe se regroupe autour du capitaine Obi et découvre une série de révélations choquantes. Il détaille les liens entre Amaterasu et l'Adola Burst, remettant ainsi en question les enseignements profondément ancrés du Temple du Saint-Soleil et suggérant une connexion complexe avec l'évangéliste.
Pendant ce temps, dans sa quête acharnée de la vérité, Victor parvient à déchiffrer les énigmatiques codes numériques du tabernacle, confirmant la théorie d'Arthur. La brigade 8 devient frustrée lorsque OB les informe que le quartier général de la Force de Feu a recommandé de s'abstenir d'agir pendant 3 ans. Alors que l'Église évalue les informations, Joker, poussé par un désir insatiable de découvrir la vérité, se dirige vers Benimaru Shinmon, connu comme le Destructeur de Dieu, pour lui demander s'il est prêt à défier le Temple du Saint-Soleil à la recherche de réponses. Étonnamment, Shinmon accepte. Alors que Joker et Shinmon mettent en œuvre leur stratégie devant le quartier général impérial de l'Empire, Raffles le Reisai, l'actuel dirigeant de l'empereur de Tokyo, reçoit des avertissements concernant l'opposition croissante à Amaterasu à Asakusa. Les cardinaux mettent en garde contre le fait de provoquer Shinmon. Connu pour sa détermination sans relâche, Joker et Shinmon lancent une attaque frontale audacieuse contre le siège impérial, réussissant initialement. Cependant, leur avancée est brusquement interrompue lorsque Shinmon devient la victime d'une attaque invisible déployée par un colossal défenseur du Saint-Soleil. Shinmon se remet rapidement du poison injecté par le défenseur du Saint-Soleil grâce à sa résistance aux toxines, et avec Joker, il vainc les défenseurs restants. Il pénètre dans l'église où Joker découvre une trappe cachée menant au niveau inférieur et au Nether interdit. Alors que Shinmon pousse Joker à révéler comment il possède une telle connaissance des opérations du Temple, il se retrouve entouré par les masqués Alyssal Shadows, l'équipe secrète d'assassins du Temple. Joker révèle sa véritable identité en tant qu'ancien membre des Shadows, connu uniquement sous le nom de 5-2. Un flashback montre comment, malgré avoir été physiquement battu et maîtrisé, il n'a jamais cédé à la philosophie du groupe. Il s'est échappé, mais la famille qui l'a accueilli a été assassinée comme avertissement. Dans le présent, Joker affronte le commandant des Shadows, tandis que Shinmon se mesure aux autres membres. Le commandant déploie son épée fouet rétractable dans un motif en zigzag, laissant Shinmon s'occuper des autres Shadows. Joker utilise la fumée hallucinogène de ses cigarettes pour désorienter le commandant juste assez longtemps pour le vaincre. Cependant, juste au moment où il semble qu'ils ont triomphé, le commandant Burns émerge de manière menaçante des ombres. Joker se retrouve maintenant seul face à sa dernière carte, le Wild Card, tandis que le défiant commandant Burns se prépare à riposter avec son prochain mouvement. Face à face, deux anciennes connaissances qui, apparemment au milieu de l'urgence de ceux présents pour se battre, décident que ce n'est pas le moment. Il s'agissait simplement de faire connaître leur présence en ce lieu, car ils sont à la recherche de la même chose qu'eux, les secrets du Temple du Soleil sacré, et il a des indices sur cette quête. Shinmon est surpris de soupçonner que ces deux-là se connaissaient déjà auparavant. Puis, le commandant Burns et Joker partagent leur expérience du lien d'Allah, transportés dans une dimension alternative où chacun a perdu un œil et où Joker a récupéré une pierre violette enflammée. Joker brûle mûment du carnet de la femme de Raffles qui, après des années de recherche, croit être le seul document détaillant les événements de la grande catastrophe et la fondation de l'Empire de Tokyo. Décrivant la découverte de l'Adala Burst et la création d'Amaterasu, le carnet suggère que Raffles aurait pu être remplacé par un être inhumain, indiquant la possibilité que le Temple du Soleil sacré ait été créé par cet imposteur. Pendant ce temps, Yona révèle aux autres chevaliers de la Flamme Cendrée qu'elle s'est fait passer pour Raffles le Fougère et a créé le Temple du Soleil sacré. Sous les ordres de l'évangéliste, Joker dirige son attention vers Aijima Industries, croyant que cela doit être lié à l'évangéliste. Dans la brigade 8, Lisa revient après avoir été libérée de l'hôpital et tout le monde apprend les découvertes de Shinra Banishimaru et Joker. D'un autre côté, Victor est convoqué à Aijima Industries après son rapport sur l'expédition vers la péninsule chinoise, où il rencontre le président de l'entreprise, Goreo Aijima, qui lui demande d'amener Shinra. Après le départ de Victor, Aijima ordonne son élimination car il a trop appris. Pendant ce temps, à l'extérieur de la cathédrale, Shinra et Arthur s'occupent des tâches de nettoyage, accompagnés de Lisa Izaribi, qui aide Vulcan Joseph à créer un nouvel appareil pour faire face aux futures batailles. Vulcan, motivé par un désir de vengeance contre Giovanni pour avoir utilisé Lisa, trouve un allié en Shinra. Arthur commence à soupçonner Shinra à cause de son passé chez Aijima Industries, déclenchant une brève altercation. L'intervention de Vulcan stoppe le combat et il interroge Shinra sur son expérience chez Aijima. Shinra révèle comment la corporation les a utilisés comme sujet d'essai, expérimentant même sur lui en raison de son incapacité à contrôler son pouvoir. La révélation la plus choquante survient lorsque Victor Licht avoue son rôle d'espion pour Aijima à toute la brigade 8. Alors que certains membres montrent de la surprise, Akitaro révèle qu'il était déjà au courant de sa véritable loyauté. Licht expose sa mission d'observer Shinra, le prochain porteur de la Burst, au nom de Aijima. Cela déclenche un débat sur la ligne de conduite à adopter. Il propose alors d'emmener Shinra avec eux pour enquêter sur les liens de Aijima avec le mystérieux évangéliste. Dans les sombres installations de Aijima Industries, deux chercheurs préparent le troisième essai de combat pour Nataku-san. Et pourquoi Ishikuro no?
Dans une salle d'observation, Kurono, avec son aura intimidante caractéristique, se proclame Shinigami et avertit Nataku qu'il va cette fois-ci se battre sérieusement. Pendant ce temps, Nataku, dans une tentative de trouver de la force, visualise Reika Oshimiya l'encourageant. Mais ses attaques sont facilement bloquées par Kurono. Désespéré de prouver sa valeur, Nataku crie le mot « feu » et active son pouvoir. Cependant, les chercheurs observent avec inquiétude que la puissance de la flamme est insuffisante pour déclencher le burst Adola et que Nataku montre des signes d'instabilité mentale. Malgré cela, il décide de continuer, se souvenant que Shinra n'a pu éveiller son burst Adola que lors d'une véritable bataille. Le combat s'intensifie alors que Nataku charge Kurono, mais son effort est vain et il est facilement mis à terre. Kurono, impitoyable mais aussi pragmatique, exhorte Nataku à se relever, lui rappelant que c'est son devoir d'endurer la punition. Les chercheurs reconnaissent les compétences de combat de Kurono, les comparant à celles du capitaine de la Brigade 7, mais ils déplorent sa décision de rester là, juste pour tourmenter les jeunes. Après la séance, les chercheurs montrent un peu de compassion pour Nataku, tandis que Kurono, sans remords, humilie le jeune homme pour sa faiblesse. Alors que Kurono s'occupe de son bras blessé, Nataku est sorti de la pièce sur une civière. Lorsque les chercheurs essaient d'interroger Kurono sur ses méthodes brutales, il répond avec arrogance, affirmant qu'il aime intimider les faibles, même les chercheurs eux-mêmes. Ailleurs, alors qu'ils se dirigent vers les installations, Shinra et Licht discutent de la nature perverse de Kurono. Licht décrit Kurono comme le plus fou, en contraste frappant avec la reconnaissance de Benimaru Shinmon comme le plus fort. Malgré les circonstances, Shinra promet de protéger Licht, même en sachant qu'il est un espion, se rappelant de son aide dans des situations précédentes. À leur arrivée dans les installations, Shinra et Licht sont confrontés à une surveillance excessive. Malgré l'atmosphère oppressante, Shinra décide de continuer, déterminé à découvrir la vérité sur la souffrance des enfants comme Nataku. Cependant, lorsqu'il fait l'expérience d'un lien Adola avec Nataku et sent qu'il y a plus en jeu, il décide de poursuivre son déguisement pour obtenir des réponses. Dans la salle d'observation, les chercheurs remercient Shinra de leur permettre de continuer leurs expériences, tandis qu'il ressent leur regard froid comme un frisson le long de sa colonne vertébrale. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et Kurono entre, annonçant le début d'une confrontation inévitable. Shinra ressent un mélange de nostalgie et d'alerte en croisant le regard de Kurono, qui évoque celui d'un prédateur fixant sa proie. Avec son aura sinistre habituelle, Kurono commande qu'il se souvient de Shinra et regrette de ne pas avoir eu la chance de jouer avec lui quand il était plus jeune. Cette insinuation selon laquelle Shinra reste faible même en grandissant déclenche une réaction impulsive chez Shinra qui le repousse. En réponse, la bataille éclate et Kurono commence par libérer une puissante fumée noire de son bras droit, blessant Shinra et provoquant la confusion car il semble que Kurono ne l'ait même pas touché physiquement. Déconcerté, Shinra commence à soupçonner la fumée noire et son lien avec Kurono. Alors qu'il tente d'attaquer, il découvre avec surprise que Kurono est capable de contrer facilement ses mouvements. Dans un accès de rage, Shinra accuse Kurono d'abuser de son pouvoir pour maltraiter des enfants et jure de l'arrêter. Malgré les attaques enchaînées de Shinra, Kurono démontre une compétence impressionnante pour les bloquer. Un après l'autre, en s'interrogeant sur la mystérieuse fumée, Kurono révèle sa relation intime avec Sessan, lui permettant d'anticiper et de neutraliser les mouvements de Shinra. Cette révélation ne fait qu'alimenter la détermination de Shinra. Puis, de manière surprenante, Kurono solidifie la fumée noire en flèche mortelle qu'il lance vers Shinra qui a à peine le temps de réagir avant d'être attaqué par un couteau fait de fumée. Kurono, cynique mais toujours intéressé par le potentiel de Shinra, espère que son adversaire montrera plus de résistance. Les chercheurs interviennent, pressant Kurono de s'arrêter, mais il libère plus de fumée noire, augmentant la température et engloutissant son environnement. Appréciant la confrontation, Kurono défie Shinra de continuer à se battre alors que le combat atteint un nouveau niveau d'intensité. Soudain, dans la salle de test, les scientifiques sont alertés par une alarme d'urgence. Il semble que Nataku ait perdu le contrôle de ses pouvoirs et son dortoir est en feu. Les chercheurs réalisent qu'il pourrait être confronté à un tas classé. Pendant ce temps, alors que Victor explore les installations de recherche de Haijima, il fait une découverte surprenante. Nataku a éveillé son Adola Burst et il rapporte la situation au capitaine Obi sans perdre de temps. Victor, en remarquant que la température dans la pièce grimpe en flèche, décide de libérer Shinra de la salle d'entraînement. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour retrouver Nataku, tandis que la Brigade 8 se précipite dans leur boîte à match pour le sauver. En chemin, ils rencontrent un petit mais puissant robot contrôlé par un marionnettiste nommé Dominion. Pendant ce temps, dans les couloirs des installations, Victor et Shinra tombent sur Kurono, punissant Nataku pour avoir attaqué les gardes. À l'extérieur, le temps s'intensifie alors que le robot semble avoir un contrôle parfait sur les unités jumelles volantes. Plus tard, Vulcan décide de s'associer à Maki,
libérant un tir de puissance maximale avec les 2 Tekio. Malgré l'analyse de Puppeteer, les flammes parviennent à détruire complètement le robot manipulé par Puppeteer. Bien que Maki et Vulcan aient uni leurs forces pour vaincre l'un des Dominions, Puppeteer peut en créer d'autres à volonté. Kurono manipule Nataku, ciblant le maillon le plus faible de la brigade 8 pour le détruire. Cependant, ces plans sont contrecarrés par l'intervention opportune d'Arthur et Shinra. Les White-Clad observent de près le cours des événements tandis que Sharon confronte Kurono pour capturer Nataku. Oumea, quant à elle, se joint à la mêlée, détruisant tous les Dominions de Puppeteer, forçant Puppeteer à invoquer son ennemi colossal Dominion pour affronter Oumea dans une bataille titanesque. Déterminé à neutraliser Oumea, Puppeteer ordonne à Dominion de l'attaquer, tandis que Maki se concentre sur la défaite d'Aro, le protecteur de Oumea, réussissant presque sa mission. Cependant, la fureur de Oumea éclate lorsqu'elle électrocute presque Aro, exigeant un meilleur soutien. Pendant ce temps, Kurono s'ennuie de sa confrontation avec Arthur et Shinra, reconnus comme des adversaires redoutables, et utilise sa fumée noire pour éliminer le malheureux White-Clad tenant Nataku. La bataille se transforme en un jeu de stratégie pour capturer l'enfant, tandis qu'Arthur et Shinra parviennent à arracher Nataku des griffes de Kurono et s'enfuient. Bientôt, Sharon apparaît sur les lieux, déterminée à ne pas les laisser s'échapper si facilement. Au loin, Ritsu déclenche le chaos en créant un infernal à partir d'un insecte et en utilisant son pouvoir de nécropyro pour réanimer les corps carbonisés, les fusionnant en un infernal gigantesque qui incorpore Nataku dans sa structure. Face à cela, Gureo Haijima exhorte Kurono à récupérer Nataku et propose de collaborer avec Shinra pour y parvenir. Cependant, Aomea intervient en envoyant une impulsion électrique à Nataku, déclenchant une réaction chimique dans son corps qui surcharge son imaginaire infecté. L'enfant commence à tirer des faisceaux d'énergie radioactive de manière indiscriminée, semant le chaos. Pendant qu'Aomea confronte Arthur, Shinra se prépare à secourir Nataku, et Kurono réfléchit à la possibilité de chercher un travail moins compliqué. Alors que Shinra est attaqué, Sharon apparaît soudainement et le protège, déclarant que sa vocation est de protéger les piliers. Kuran assure à Shinra qu'il le couvrira. Pendant que Shinra tente de sauver l'enfant, Vulcan et Arthur arrivent à la rescousse, utilisant un plan astucieux pour libérer Nataku du contrôle d'Aomea. Ils doivent placer ce qui semble être une épée légendaire dans une trappe. En dessous, il y a une machine qui collectera le plasma émis par Excalibur et l'amplifiera, créant une onde magnétique qui perturbera la fille électrique. Finalement, le plan se déroule comme prévu, rencontrant un grand succès. Cependant, il ne faudrait pas longtemps avant que ce duo soit découvert, et ils sont poursuivis par Aro qui tire des flèches. Pendant qu'Arthur tente de récupérer l'épée légendaire, Shinra se confronte à l'infernal gigantesque contenant Nataku, activant les souvenirs du jeune garçon. Grâce au lien Adola, Nataku revit les lourdes attentes de sa mère et la pression imposée par Kurono chez Haijima. Se sentant amer, il augmente sa radiation, déclenchant une explosion qui met en danger toute la région. Cependant, Sharon intervient, absorbant et détournant l'explosion vers la Lune, risquant sa propre vie et finit épuisé, allongé sur le sol. Pendant ce temps, Kurono, préoccupé par la puissance croissante de Nataku, libère une massive katana faite de fumée noire pour le libérer de l'infernal. Il conseille au jeune garçon de maintenir une apparence faible pour éviter les conflits, le libérant ainsi des attentes irrationnelles de sa mère. Sur ordre de Sharon, les hommes en blanc se retirent, laissant Nataku sous la garde de Haijima et Kurono. Lors d'une réunion avec le président Guleo Haijima, la Brigade 8 découvre que Haijima est conscient qu'Amaterasu est alimenté par un humain, ce qui motive leur recherche d'individus avec l'aide de la Burst pour créer une alternative. Vulcan interrompt et propose un design qui ne nécessite pas d'énergie humaine, amenant Haijima à offrir un financement en échange de la propriété et de la collaboration dans la lutte contre l'évangéliste qui représente une menace pour leurs intérêts. Face à cette proposition, la Brigade 8 est contrainte d'examiner les avantages d'une alliance avec Haijima contre d'éventuels conflits éthiques et l'autonomie de leur mission. La Brigade 8 RE engage le combat contre les Infernales, mais avant cela, Sir Iris doit bénir un nouvel arsenal. Shinra propose de l'accompagner à l'église centrale Shoku dans l'empire de Tokyo, connue sous le nom d'église du baptême. Là, il rencontre le lieutenant Yuan qui lui rappelle l'importance de maintenir la foi dans la société. Iris l'emmène au cimetière national du Saint-Soleil où le clergé repose et lui confie ses doutes sur la véritable nature de l'église et sa connexion avec l'évangéliste. Soudain, la tranquillité de la journée est brusquement interrompue lorsqu'un prêtre s'enflamme et que Shinra le réduit en cendres. Malgré les bénédictions d'Iris, une autre sœur se demande pourquoi un homme si dévot est devenu un infernal. Shinra restaure la foi d'Iris en lui rappelant que la lumière du soleil transcende à la fois l'évangéliste et l'institution ecclésiastique.
D'autre part, depuis sa défaite contre Tamaki Kotatsu, lorsqu'il était hypnotisé par son apparence semi-nue, Hasselt s'est consacré à un entraînement rigoureux pour surmonter sa vulnérabilité à la féminité. En défiant Tamaki en duel, ses efforts sont à nouveau entravés par le côté de son sous-vêtement, entraînant une nouvelle défaite. Déterminé à surmonter sa faiblesse, il retourne à son entraînement. Lors de sa 3e tentative, il lance une attaque désespérée, mais réalise qu'il ne pourra peut-être jamais surmonter sa faiblesse. Maki vit un dîner inhabituel chez la famille Oz, avec sa mère, Madoka, son père, le général Danro, et son frère Takigi. Après le festin, ils abordent la situation préoccupante dans le Nether, où des odeurs étranges ont récemment été détectées. Le lendemain, Takigi et son compagnon s'aventurent ensemble dans l'obscurité des tunnels souterrains pour enquêter. Suivant de nouvelles pistes, ils arrivent dans une pièce équipée comme un laboratoire blanc, rempli de bocaux contenant des insectes infernaux vivants. En un instant, pour ajouter encore plus de peur à la situation, un individu vêtu de blanc avec une ceinture d'explosifs apparaît et la fait exploser. L'explosion blesse gravement les chercheurs, en particulier Takigi, et tous deux sont transportés d'urgence à l'hôpital. La blessure de son fils pousse le général Danro à décider que l'armée doit intervenir dans les activités de l'évangéliste. Il charge le commandant Honda de la brigade 2 d'enquêter sur le Nether et demande de l'aide à la brigade 8. Cependant, le père de Maki lui ordonne de retourner à l'armée pour sa sécurité, un ordre qu'elle accepte avec beaucoup de colère. Le groupe est également surpris par cet ordre, car elle était indispensable à la brigade 8. Pendant ce temps, Victor suggère de mener des raids simultanés dans le Nether pour prendre au dépourvu le mystérieux costume blanc. S'appuyant sur son expérience précédente, ils assignent un membre de la brigade 8 pour accompagner chaque unité de la brigade 2 dans l'enquête. L'opération, intitulée « Enquête sur le laboratoire du Nether », sera finalement réalisée le lendemain à 8 h. Incidemment, selon Obi, cette mission sera la première sans Maki, et il exige que le groupe reste vigilant car cela sera très dangereux. La recherche dans l'abysse commence alors que Maki est contrainte de reprendre son ancien poste de secrétaire dans l'armée de Tokyo par ordre de son père. À 8 h du matin, les unités de la force de feu de la 2e brigade entrent simultanément dans le Nether. Shinra dirige l'escouade Ebyo. Arthur mène l'escouade Éclair. Inawa est en charge de l'escouade Ango avec les brigades CED de Tagiji Oz. Tamaki guide l'escouade Kaganashi et Victor dirige l'escouade Ohana. L'escouade Kaganashi est soudainement attaquée par une explosion, tandis que l'escouade Ohana fait face à Ritsu, un chevalier Purple Haze menant une horde d'infernaux réanimés à partir de corps laissés lors du grand cataclysme. L'escouade subit de lourdes pertes, Ritsu poursuivant son assaut contre les survivants, ne laissant que Victor en vie. Sur un autre front, le chef d'escouade Amon Hajiki de l'escouade Kaganashi utilise ses compétences en suivi thermique et en tir pour éliminer les infernaux attaquant son équipe. Cependant, il est tué de manière inattendue par Orochi de Purple Haze qui manie le fouet méduse. Orochi confronte Tamaki, et bien que son fouet de feu ne puisse infliger que des blessures superficielles, il prend progressivement l'avantage. Dans un acte de bravoure, Juggernaut surmonte ses peurs et attaque Orochi pour protéger Tamaki. Mais le chevalier Purple Haze utilise son fouet à la fois pour se défendre et pour attaquer, s'enfonçant dans le corps de Juggernaut. Cependant, ce dernier trouve sa force intérieure en se remémorant des souvenirs où il parle de son manque de courage, comprenant son rôle dans l'escouade, et libère soudainement une explosion de feu qui détruit Orochi, vengeant Amon. Après la bataille dévastatrice et la chute de Roshi, Juggernaut est gravement blessé et incapable de bouger. Tamaki essaye de continuer à se battre de toutes ses forces, promettant de ramener Jugger en toute sécurité à la surface. Sur un autre front, Inawa et son compagnon affrontent Iron, un autre chevalier Purple Haze dont l'aptitude au feu permet à son corps d'atteindre la dureté de l'acier. Pendant ce temps, Shinra affronte le docteur Giovanni, qui révèle que le laboratoire vêtu de blanc était un piège conçu pour attirer la Fire Force dans le Nether et les vaincre. Génétiquement transformé avec les pouvoirs d'Adola, Giovanni engage un combat féroce avec Shinra jusqu'à ce qu'Arthur se joigne à la mêlée. De retour, Inawa et ses compagnons se battent contre Iron. Ozzy parvient à dévier l'attaque, tandis que Inawa cible les articulations vulnérables, profitant du fait, comme mentionné précédemment, qu'ils se durcissent avec le feu. Finalement, ils utilisent cela contre lui pour le vaincre enfin. Alors que Tamaki envoie les Eternals restants se reposer, elle est attaquée par 2 autres chevaliers de Purple Haze. Heureusement, l'arrivée opportune de Gustave Honda et du capitaine Obi-Wan la sauve d'un destin fatal. Quelques instants plus tard, lors de la confrontation avec les Chevaliers Blancs, Obi et Honda parviennent à vaincre l'un d'eux, Sazori, tandis que Lich découvre les véritables plans de destruction des installations souterraines du Nether. Avec cette information cruciale, Honda ordonne la retraite de la Fire Force survivante. Pendant ce temps, la Dame Blanche Ritsu, renforcée par le pouvoir supplémentaire des soldats de feu tombés devenus infernales, se prépare à détruire les Pays-Bas, menaçant de faire s'effondrer l'ensemble de l'Empire de Tokyo. La situation atteint un point critique alors que la bataille pour l'avenir de la ville s'intensifie.
Au milieu de ce combat intense, Shinra et Arthur confrontent le docteur Giovanni, qui utilise sa nouvelle capacité insecte pour prédire et contrer leurs mouvements. Shinra révèle avoir entendu la voix de Giovanni dans son esprit, ce que Giovanni explique n'est possible que par un Adola Link, un phénomène que Shinra se rappelle avoir déjà expérimenté avec le lieutenant Conroe. Pendant ce temps, Leech explique au commandant Honda le plan de l'évangéliste pour détruire le cœur de l'Empire de Tokyo à travers des explosions infernales stratégiquement placées dans le Nether. Il suggère que Maki pourrait posséder le pouvoir de rediriger l'explosion, se sacrifiant pour sauver les autres. Malgré les objections de son frère Tagaki, Maki se prépare au défi. Ritsu déclenche les explosions des infernaux et Maki et Tagaki travaillent ensemble pour rediriger les flammes vers les niveaux inférieurs des Pays-Bas à travers des passages étroits, les neutralisant. La frustration de Giovanni est évidente alors que ses plans échouent. Et bien qu'Arthur parvienne à le décapiter, Giovanni se transforme en un essaim d'insectes et s'échappe. Les survivants de la Force de Feu retournent à la surface, où Honda reconnaît les efforts de la Brigade 8 et propose une union entre la Force de Feu et l'armée pour affronter l'évangéliste. Enfin, Maki revient à la Brigade 8, recevant l'acceptation de son frère malgré son incertitude quant à l'idée. De plus, elle reçoit la bénédiction du général Ose, son père, qui reconnaît son courage et ses compétences pour avoir sauvé le soldat Juggernaut, tenant sa promesse de le ramener sain et sauf à la surface. Shinra et Ibana rendent visite au lieutenant Conroe le 7e jour pour explorer leur connexion potentielle à travers le lien Adola. À leur arrivée, ils trouvent le lieutenant attaqué par un membre des Whiteclad, mais Conroe l'élimine habilement avec sa katana, évitant d'utiliser le feu en raison de sa téphrose. Conroe partage alors son expérience avec l'Adola 2 ans auparavant, lorsqu'il a affronté un démon qui lui ressemblait. Le démon lui a laissé une cicatrice distinctive et a causé la téphrose en le détruisant en utilisant la force hystérique de sa réponse de combat ou de fuite. Shinmon, tout en observant les progrès de Shinra, propose de lui apprendre comment accéder à cette force. Le lendemain, Shinra, Arthur et Tamaki se présentent pour la leçon de Shinmon. Ils commencent par des épreuves de feu, bien que Shinmon confie à Tamaki la tâche d'affronter les sœurs jumelles Ikage et Hinata dans un jeu de tag. Au début, Tamaki ne prend pas le jeu au sérieux. Mais après avoir été initialement vaincue par les jumeaux, elle trouve la détermination d'activer sa capacité de Nekomata et de se transformer en chat de feu, les surpassant. Dans le jeu, Shinmon loue la capacité de Tamaki à se libérer de son autocontrôle, bien qu'il soit choqué lorsque les sœurs lui enlèvent ses vêtements dans le cadre de leur syndrome de l'Hurlesful. Malgré l'inconfort momentané, l'entraînement se poursuit, mettant en avant la croissance et la détermination des 3 jeunes hommes. Shinra et Arthur continuent leur entraînement éprouvant, se soumettant à une série de défis qui poussent leur corps à la limite, libérant leur force hystérique. Malgré leurs efforts, Shinmon les bat avec une apparente facilité. Même après des heures de combat intenses, Shinra se retrouve au bord de la mort, presque à court d'oxygène dans son corps. Mais son instinct de survie se déclenche et il ressent un lien profond avec l'Adola, enveloppé dans des flammes bleues, sous le regard attentif de Shinmon, qui semble satisfait que le jeune homme ait atteint son objectif en atteignant le niveau suivant. Pendant ce temps, Conroe reçoit la visite de Ibana et du capitaine de la Brigade 6, Kyoko Wang, qui examine son état et détermine que la connexion avec l'Adola persiste chez ceux marqués par la cicatrice de leur contact avec cet endroit. Ibana se prépare à alerter le capitaine Hag au sujet des attaques en blanc contre les marqués, mais malheureusement, il est assassiné dans son propre bureau par un individu vêtu de blanc avec une main dorée. Simultanément, Shinra assiste à la mort du capitaine à travers sa connexion avec l'Adola. Ces événements choquent l'équipe et poussent Shinmon à unir la 7e avec le reste de l'Empire. Pendant que la Brigade 8 et leurs alliés se préparent à la guerre imminente contre l'évangéliste, les Chevaliers de la Flamme Cendrée prennent le contrôle de la ville et se préparent à l'assaut final sur l'Empire de Tokyo, marquant le début d'une confrontation décisive. D'autre part, l'équipe se réunit dans le bureau avec Obi, qui les remercie pour tout leur travail acharné et anticipe également qu'ils ont gagné de nombreux alliés en tissant des liens avec d'autres escouades. Et malgré la puissance de l'ennemi, la Force de Feu est prête à se battre contre eux, en unissant toutes leurs forces. Merci de regarder. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour obtenir de nouveaux résumés d'anime.